Si on devait choisir des points d'articulation dans l'histoire du manga, on évoquerait sans doute des auteurs bien précis, de Tezuka à Matsumoto en passant par Toriyama. On pourrait ainsi retracer une certaine évolution, qu'elle soit graphique, économique ou thématique. Beaucoup d'auteurs ont joué un rôle important dans le développement du manga et dans son succès mondial. Et si on peut difficilement en parler sans évoquer la culture de son pays d'origine, le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui a pourtant été façonné par deux rencontres importantes entre le Japon et l'Occident. La première date de 1853, lorsque le commodore américain Matthew Perry débarque au Japon. Cet événement forcera le pays à s'ouvrir définitivement sur le monde, et après ce contact, le Japon va découvrir un nouveau système d'impression qui permet des tirages en grand nombre. Au début du XXe siècle, les artistes japonais imitent les Américains en dessinant de courtes planches humoristiques ou satiriques dans les journaux de l'époque. Mais les codes qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas encore nés. À l'époque, les artistes japonais s'inspirent encore de Disney dans les thèmes et dans la mise en scène. La deuxième grande rencontre entre le Japon et l'Occident se fera quelques décennies plus tard, au son des bombes, des kamikazes, et surtout des deux plus grandes explosions que l'homme ait jamais connues. Dans les ruines d'Hiroshima et de Nagasaki, le Japon s'apprête à se relever, et le manga va alors connaître sa plus grande métamorphose. Il serait idiot d'affirmer que tous les mangas créés depuis 1945 se réfèrent à la bombe nucléaire ou à son traumatisme. Mais on ne peut pas nier les répercussions qu'elle a eues sur la société japonaise et donc sur sa culture. Et au travers de l'art, ce traumatisme passe avant tout par la description, qu'elle soit littéraire ou graphique. En fait, quand on pense à la Seconde Guerre mondiale dans le manga, les premiers exemples qui nous viennent en tête sont ceux qui dépeignent, souvent avec fidélité, les horreurs du conflit. Et si on devait en retenir qu'un, ce serait Gen d'Hiroshima, dans lequel Keiji Nakazawa décrit l'événement et ses conséquences sur la société japonaise. Maladie mortelle, rejet social, l'auteur critique aussi l'occupation américaine pendant la décennie suivante. En fait, le manga prend en compte tellement d'aspects différents qu'il a longtemps été utilisé dans le système scolaire japonais. Mais en Occident, la violence graphique a rendu son exportation délicate. Ce type de manga, qui participe à la mémoire japonaise, continuera d'être produit tout au long du XXe siècle. Des œuvres comme Le Tombeau des Lucioles ou plus récemment Le Pays des Cerisiers traiteront eux aussi des conséquences de la Seconde Guerre mondiale, en mettant surtout l'accent sur le traumatisme infligé aux civils, faisant du manga un outil critique très puissant, parce qu'extrêmement populaire. Mais souvent, la description du traumatisme passera par la fiction. Au lieu de raconter l'histoire avec un grand H, les artistes racontent des histoires avec des doubles lectures plus ou moins évidentes. C'est le cas d'Akira, qui se déroule au lendemain d'une Troisième Guerre mondiale. Ici, la force nucléaire est représentée par un seul personnage, mais l'idée du rétablissement post-apocalyptique reste un des thèmes principaux. De cette façon, Katsuhiro Otomo assume sa critique au travers d'une fiction, sans pour autant raconter les événements historiques, facilitant par la même occasion la diffusion de son œuvre, et donc de son message, à une échelle mondiale. On remarque facilement que la grande majorité de ces histoires mettent en scène de jeunes adolescents quand ce ne sont pas des enfants. Ce choix n'est pas dû au hasard. En fait, si le Japon est naturellement victime de séismes et autres tsunamis, son peuple a presque adopté une véritable culture du rétablissement. Au lendemain de Hiroshima et Nagasaki, la mentalité japonaise fait encore une fois table rase du passé. La présence de nombreux adolescents dans les récits exprime cette idée simple. Les adultes ont échoué, il est temps de se tourner vers le futur. Une mise en scène qui se transformera presque en tradition, vu que ce procédé scénaristique reste encore très présent dans les récits japonais actuels.
L'idée que le traumatisme de la bombe se retrouve dans un grand nombre de mangas, et ce pendant des décennies plus tard, reste assez évidente. Mais essayons d'aller plus loin. En fait, il serait idiot de penser le traumatisme uniquement sur le plan de la mémoire, et sans prendre en compte les conséquences qu'un tel événement peut avoir sur le média lui-même. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki font subir au Japon 155 000 pertes en 3 jours et 246 000 dans les jours qui suivent. Mais cette fois-ci, la cause est humaine, et le plus grand contact que le peuple japonais ait jamais établi avec la science est un choc. Les récits japonais, jusqu'ici tournés vers le passé, s'inspirent du traumatisme. Si la science est capable de telles horreurs, elle est aussi, sûrement, capable de miracles. Les mangaka japonais, tout comme leur société, commencent alors à imaginer le futur. Des histoires de science-fiction voient le jour, mais la blessure, encore fraîche, du Japon, pousse les artistes à traiter le sujet avec une certaine méfiance. Astro Boy est un des exemples les plus anciens et les plus pertinents. Osamu Tezuka décrit la science comme un prodige, permettant de donner la vie à son héros. Et pourtant, une grande partie de ses ennemis se voient être des scientifiques fous. Ici, la science a clairement deux visages. Le temps d'une aventure d'Astro, elle fascine le peuple japonais et lui fait craindre ses dérives. Mais cette fascination, presque morbide pour la science, permettra au manga d'aborder de nouveaux thèmes, et quitte à imaginer le futur avec elle, les œuvres commencent à traiter de scénarios apocalyptiques. Les mangaka imaginent la fin du monde, car ils la savent maintenant possible. Et encore une fois, c'est du côté de Tezuka qu'il faut se tourner. Au travers de son recueil Phoenix, l'auteur joue avec la métaphore du peuple japonais, prêt à renaître de ses cendres, en mêlant science-fiction et philosophie. Son deuxième tome, Les Temps Futurs, met en scène une guerre nucléaire mondiale, entre les deux plus grandes intelligences artificielles du monde. Masato, seul survivant du cataclysme, devient immortel, et se charge de veiller sur l'évolution de la prochaine espèce pour les millions d'années à venir. Tout comme dans Akira, la destruction n'est ici qu'un point de départ. Le scénario lui-même s'inscrit dans une boucle temporelle et nous présente l'être humain comme trop faible pour maîtriser sa propre technologie. Une critique qu'on retrouvera souvent dans le parcours du mangaka, et bien plus tard encore. Tezuka, Nakazawa, Ishinomori, beaucoup d'artistes qui ont aidé à la progression soudaine du manga ont eux-mêmes connu les bombes, mais aussi la période d'occupation américaine qui a suivi. En s'adressant directement à leurs contemporains, ils assument ainsi leur double lecture critique. Les mangaka japonais estiment alors que des sujets complexes comme la mort ou la guerre peuvent être compris par les plus jeunes lecteurs. Cette volonté créative sera d'autant plus importante à la fin des années 50. Pendant les années qui ont suivi la fin de la guerre, le Japon est occupé par les forces américaines. Celles-ci n'hésitent pas à exercer une forme de censure, notamment à propos des Hibakusha. Ce terme signifiait les survivants des bombes atomiques. Les Américains empêchaient alors toute diffusion d'informations ou de photos les concernant, afin de laisser le peuple japonais dans une pseudo-ignorance. Frustrés par la censure de cette période, les artistes n'hésiteront alors pas à décrire avec précision les horreurs de la guerre quelques années plus tard. Et le paradoxe entre le choc de la bombe et cette frustration japonaise amènera les mangaka à diversifier encore plus leurs thèmes dans une volonté de liberté d'expression totale. La Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement la bombe nucléaire, a pendant longtemps été décrite dans le manga, et ce, de différentes manières. Tout comme le cinéma, il a servi d'outil critique dans une évolution si rapide qu'elle se rapproche plus de la métamorphose. À la même époque, aux États-Unis, les artistes subissent la réglementation du Comics Code Authority, une organisation de régulation des comics publiés. Les dessinateurs américains n'ont pas le droit de représenter de violences graphiques, ni même de personnages fantastiques, comme des vampires, des loups-garous ou des zombies. La restriction va même jusqu'à interdire les artistes de ridiculiser des policiers ou des militaires dans leurs scénarios. Pire encore, toute histoire se doit d'aboutir à un triomphe du bien sur le mal. À son apogée, le CCA devient un véritable outil de censure, pendant que le grand perdant de la guerre se libère de toute restriction au niveau du média. Cette période permettra au manga de prendre de l'avance sur les sujets et les thèmes abordés, et l'économie même du manga se basera sur cette diversité. Même si les frontières entre les récits pour enfants et pour adultes sont floues, la très grande diversité des genres, des styles et des thèmes permettra au manga d'atteindre le succès mondial qu'il connaît aujourd'hui.